Nous sommes le mercredi 13 novembre 1974 dans une maison de style colonial située au 112 Ocean Avenue dans la petite ville d'Amityville aux États-Unis. Dans une des pièces de cette grande demeure, un jeune homme de 23 ans, Ronald DeFeo Jr., surnommé Butch, regarde Castle Keep, un film assez violent. Quelques heures plus tard, celui-ci finit par s'endormir devant la télévision. Brusquement, vers 3h15 du matin, il se réveille, se dirige vers sa chambre, entre, s'empare d'une arme à feu, la charge, s'introduit dans la pièce où dorment ses parents, Ronald Sr. et Louise DeFeo, âgés respectivement de 43 et 42 ans. Puis, dans le plus grand des calmes, le jeune homme se met à tirer sur ces derniers. Ils reçoivent 2 balles chacun. Ronald DeFeo Jr. ne va pas s'arrêter là. Sa folie meurtrière ne fait que commencer. Il s'approche maintenant de la chambre de l'une de ses sœurs, la plus jeune. Elle s'appelle Allison et n'a que 13 ans. Pourtant, il n'hésite pas à la battre froidement, d'une balle dans la tête. C'est le tour de ses 2 frères cadets, de 13 et 7 ans, Mark et John. Il les tue eux aussi. Puis pour terminer, il tire sur Dawn, son autre sœur âgée de 18 ans. Bizarrement, au moment de la tuerie, aucun voisin n'entend les coups de feu. Après les meurtres, Ronald DeFeo Jr. prend soin de ramasser toutes les douilles, change de vêtements et se débarrasse de l'arme du crime. Il est un peu plus de 18h. L'homme entre dans un bar situé non loin de chez lui, le Henry's Bar. Faisant semblant d'être sous le choc, il s'écrie « Vous devez m'aider, je crois que mes parents ont été tués. » Il ressort du lieu, remonte dans sa voiture. 6 hommes le suivent dans un autre véhicule. DeFeo roule à toute vitesse et se dirige vers la maison. Arrivé là-bas, sans attendre, il court vers la porte d'entrée. Les autres le suivent. Tous montent à l'étage, pénètrent dans la chambre des parents, où ils découvrent l'horreur. Le corps de Ronald DeFeo Sr. à plat ventre et celui de son épouse Louise. Il est 18h35, le patron du bar appelle le commissariat de police du comté de Suffolk. Il leur explique toute l'histoire. En peu de temps, un agent de police, Kenneth Greguski, arrive sur place. Il trouve un groupe d'hommes dans l'allée. Parmi eux, il y en a un en pleurs, c'est le jeune DeFeo. Le policier entre dans la maison, monte les escaliers. Il arrive dans une première pièce. Sur le lit, il voit 2 premiers corps, ceux du père DeFeo et de son épouse. Puis, il se dirige vers les autres chambres. Dans la plus petite, il trouve les 2 frères cadets couchés sur le ventre. Et enfin, dans 2 autres chambres, le corps sans vie des sœurs de Ronald Jr. C'est un véritable massacre. Toute une famille a été assassinée, à l'exception de l'un d'entre eux, bien sûr. À ce moment-là, la police ne se doute de rien, car Ronald n'avoue rien. Il fait mine d'être abattu par la perte de ses proches. Quand on l'interroge, ce dernier affirme avoir quitté le domicile vers 4h du matin pour se rendre à son travail, car il avait du mal à trouver le sommeil. Il prétend avoir passé la journée à travailler. Il dit avoir tenté de joindre ses proches par téléphone, mais à force d'insister et n'ayant pas de nouvelles, il finit par rentrer, et c'est à ce moment-là qu'il trouve toute sa famille assassinée. Il déclare aussi qu'un certain Louis Falini, qui fait partie de la mafia, menaçait sa famille et que c'est sûrement lui le coupable. La police découvre bientôt que le jeune DeFeo n'est pas blanc comme neige. C'est un garçon instable. D'ailleurs, les relations avec sa famille étaient très conflictuelles, surtout avec son père. Le jeune homme aime passer son temps à regarder des films violents et consomme des stupéfiants. En interrogeant l'un des amis de DeFeo, ils apprennent que celui-ci se passionnait pour les armes à feu et qu'en plus, il avait failli acheter un silencieux quelques semaines avant les meurtres. Les policiers ont de plus en plus de mal à croire à l'innocence du jeune homme et pensent qu'il est impliqué dans le meurtre de sa famille. Pour finir, ils apprennent que l'arme
qui a servi à tuer la famille DeFeo est un Marlin de calibre 35. Dans la chambre de DeFeo, on a justement retrouvé des boîtes ayant contenu ce genre de fusil. Nous sommes le 15 novembre. Ronald Jr. craque enfin et avoue son crime. Ça s'est passé si vite, dit-il. Mais il tente tout de même de plaider la folie et accuse le diable. Il affirme qu'il n'était pas maître de ses actes et que c'est ce dernier qui l'a poussé à commettre ce massacre. Le diable aurait pris possession de lui et lui aurait ordonné de les tuer tous. Il lui aurait dit « Attrape-les et tue-les ». Le 21 novembre, DeFeo Jr. est déclaré coupable de 6 homicides et est condamné à 6 peines de prison à perpétuité. Il sera écroué à la prison de Dannemora. Après le drame, la maison familiale est repeinte en blanc et mise en vente pour seulement 80 000 $. Malgré un prix très attrayant, personne ne s'est décidé à acheter cette maison du 112 Ocean Avenue à Amityville. Avec un passé aussi sombre que le sien, ce n'est pas surprenant. Les mois se suivent et la maison reste toujours vide. Nous sommes le 18 décembre 1975 et cette dernière a enfin trouvé de nouveaux propriétaires. Un couple fraîchement marié, George et Kathy Lutz, âgés de 28 et 30 ans, et ses 3 enfants de 5, 7 et 10 ans. Une fille et 2 garçons, Melissa, Christopher et Daniel. Ils sont en plein emménagement et se réjouissent de cette nouvelle acquisition. Ça faisait longtemps qu'ils cherchaient sans succès la maison idéale et c'est chose faite. Ils l'ont trouvée. Belle, immense, située près d'une rivière. Le tout pour 80 000 $. À ce prix-là, c'est une véritable aubaine. Surtout que la famille a des soucis financiers. En effet, George est propriétaire d'un cabinet de géomètre qui ne va pas très bien. Mais connaissent-ils le sinistre passé de cette demeure? Eh bien oui, car durant la visite, l'agent immobilier leur avait demandé s'ils étaient au courant des meurtres qui avaient eu lieu là-bas. Et visiblement, ce détail effrayant ne les avait pas découragés. Aussi, ceux-ci, sous le conseil d'un ami, font tout de même venir un prêtre afin de bénir la maison. Le prêtre vient d'arriver chez les Lutz et se prépare pour la bénédiction. D'abord, il monte à l'étage et se rend dans la chambre où Ronald DeFeo Jr. a assassiné ses frères Mark et John. L'homme a comme une étrange sensation. L'atmosphère qui règne dans la pièce est pesante et celui-ci se sent de plus en plus mal. Il transpire et est nauséeux. Soudain, une voix menaçante sortie d'outre-tombe lui donne l'ordre de partir. Il lui crie « Va-t'en !» L'homme est terrifié. Il s'exécute et quitte l'endroit sans demander son reste. Les Lutz tiennent pourtant à le payer pour ses services, mais le prêtre refuse. Il avoue avoir ressenti quelque chose d'anormal dans la chambre et qu'il fallait à tout prix éviter cette pièce. Cette dernière fut d'ailleurs utilisée par la suite comme salle de couture pour Kathy. Après sa visite, le père tombe malade. Une forte fièvre le cloue au lit et des cloques apparaissent sur ses mains. Les Lutz et leurs enfants ont fini de déballer leurs cartons et sont heureux de pouvoir profiter de leur nouvelle maison. Nous sommes au beau milieu de la nuit et toute la maisonnée s'est endormie. Brusquement, on frappe à la porte.
personne n'entend, sauf Georges, qui se réveille en sursaut. Il regarde sa montre, il est 3h15. Il ne le sait pas, mais c'est bizarrement l'heure à laquelle les DFO ont été tués. Un second coup retentit, mais cette fois-ci, il vient de l'intérieur de la maison, vers la chambre de couture de Cathy. Inquiet, Georges sort de son lit et sans faire de bruit se dirige jusqu'à cette pièce, soulève la vitre de la fenêtre, regarde dehors. L'homme voit quelque chose bouger dans le noir, une ombre près du hangar à bateau. Il s'écrie « Qui est là ?» Harry, le chien de la famille Lutz, un labrador noir, se met à aboyer. L'ombre est tout près de l'animal. Georges décide d'aller voir ce qui se trame. Alors, il retourne dans sa chambre pour enfiler un pantalon. Il sort de la maison, se rend vers le hangar à bateau. Harry aboie toujours. L'homme entend un autre coup et constate que la porte du hangar est ouverte, battant dans le vent. Il pensait l'avoir fermée. Ce dernier décide finalement d'aller se recoucher. Seulement, après cet incident, toutes les nuits qui suivront, Georges se réveillera toujours à la même heure, 3h15. Au fil des jours, l'atmosphère change, ainsi que le caractère des uns et des autres. Ça commence par des températures qui varient brusquement, jusqu'à être glaciales. Puis des odeurs. Celles-ci sont écœurantes et emplissent la maison. Les enfants Lutz sont de plus en plus ingérables et le couple a de plus en plus de mal à les supporter, surtout Georges. D'ailleurs, l'homme devient colérique et s'en prend souvent à eux, ainsi qu'à sa femme. Il s'isole, ne se lave presque plus, ne se rase plus. Il ne fait plus rien. Tout ce qui l'obsède, c'est cette fichue cheminée qui, d'après lui, ne chauffe pas suffisamment la maison. Pourtant, le thermomètre indique 27 degrés. Aussi, il y a ce comportement étrange depuis quelques jours, celui de Mélissa, âgée de 5 ans, la petite fille des Lutz. Elle parle à quelqu'un. Elle affirme que c'est son ami, qu'il s'appelle Jody. Et d'après ses dires, il ressemble à un cochon. Pour la petite fille, il est bien réel, mais pour ses parents, celui-ci n'est que le fruit de son imagination. Pourtant, un jour, ils finiront par apercevoir ce fameux Jody par la fenêtre de la chambre de leur fille, avec ses yeux rougeâtres et sa tête de porc. Nous sommes le 22 décembre 1975. Cathy est dans sa cuisine. Elle vague tranquillement à ses occupations, et là, elle ressent une chose étrange comme une présence derrière elle. Puis, cette présence lui touche la main, l'enlace, mais à peine a-t-elle le temps d'être effrayée qu'on crie à l'étage. C'est Christopher, son fils de 7 ans. Elle monte l'escalier précipitamment. Dans la salle de bain, il y a ses enfants qui ont les yeux rivés sur la cuvette des toilettes. Elle déborde. À l'intérieur, c'est la catastrophe. Il y a une sorte de liquide noirâtre et visqueux. D'où ça vient, elle ne le sait pas. Et le pire, c'est que l'odeur est infecte. Le même jour, un autre incident aussi étrange que celui-ci se produit. Dans la salle de couture de Cathy, une vision horrible. Des centaines de mouches sont entassées sur la fenêtre. La présence de ces bestioles, surtout en aussi grand nombre, est anormale, car on est tout de même en plein hiver. Les jours défilent et rien ne change. Vivre dans cette maison devient de plus en plus difficile. Cathy fait des cauchemars sur les meurtres des féos. Des objets changent de place, des fenêtres claquent, on entend des chuchotements. Des empreintes de sabots fourchus sont retrouvées dans la neige à côté de la maison, se dirigeant vers la porte du garage. Un jour, un grand crucifix que Cathy avait accroché dans le salon a brusquement changé de sens. Une entité tentera de posséder Cathy,
puis elle se retrouvera en lévitation au-dessus de son lit. Elle aura des marques rouges sur le corps comme si on l'avait battue. Derrière les étagères de la cave, Georges découvre une pièce cachée avec les murs peints en rouge. Étrangement, cette pièce ne figurait pas sur le plan de la maison. Un matin, Cathy se réveille, se regarde dans le miroir et là, elle voit son visage complètement transformé. La jeune femme ne se reconnaît plus. Dans la glace, c'est le visage d'une sorcière hideuse qui lui fait face. Elle est terrifiée et cette vision mettra du temps à disparaître. D'ailleurs, son mari fut lui aussi témoin de cette transformation. Maintenant, les Lutz savent que cette demeure est malsaine, qu'elle est possédée par quelque chose, et ces derniers prennent enfin la décision de partir. Nous sommes à la mi-janvier 1976, en début d'après-midi. Les Lutz ont fait leur bagage, toute la famille est prête à s'en aller. Ils s'engouffrent alors dans la camionnette, mais malheureusement et étrangement, le véhicule refuse de démarrer. Pour couronner le tout, une violente pluie éclate. Les Lutz sont contraints de réintégrer la maison. Il fait maintenant nuit noire, et celle-ci sera cauchemardesque. Les tiroirs de la commode et de la table de chevet s'ouvrent et se ferment comme par magie. Puis brusquement, on entend un bruit infernal venant du salon, comme si une fanfare défilait dans la maison. Là-haut, dans la chambre des garçons, c'est l'horreur. Leurs lits sont traînés et soulevés du sol. Paniqués, Chris et Danny se mettent à crier. Ils disent avoir vu un monstre. Après une nuit effroyable, Georges rassemble toute la famille. Pas le temps de s'attarder. Ils prennent juste quelques affaires et montent dans la camionnette. La voiture démarre. On est le 14 janvier 1976. Il est 7 heures du matin. Après 28 jours de cauchemar, les Lutz ne revinrent plus jamais au 112 Ocean Avenue. Nous sommes en 1988. Une femme, Cheryl, est au volant de son véhicule sur Wakers Parkway, une route située à environ 26 km du cœur de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud. Sa petite fille de 3 ans, Samantha, est avec elle. Elle roule tranquillement. Et là, brusquement, alors qu'elle s'approche d'un virage, elle a une impression étrange. C'est comme si une force invisible contrôlait son corps. Puis, sans raison apparente, celle-ci s'évanouit. Et c'est le drame. La voiture escalade l'un des côtés des parois rocheuses et une fois en haut, elle bascule et s'écrase sur la route. Bizarrement, tout au long de l'accident, Cheryl racontera plus tard être tout de même consciente. Elle savait ce qui se passait, le sentait, l'entendait, mais ne pouvait pas bouger ni ouvrir les yeux. Elle a aussi affirmé qu'elle n'était pas fatiguée ce jour-là et qu'elle avait beaucoup dormi la nuit précédente. Heureusement, sa petite fille n'a pas été blessée, mais elle a eu le dos cassé et s'est complètement rétablie après 3 mois d'immobilité. On dit que sur cette route, il y a eu de nombreux accidents et que celle-ci serait l'une des plus hantées d'Australie. Des choses étranges s'y produisent. Les radios s'éteignent ou augmentent de volume soudainement. Les essuie-glaces s'arrêtent de fonctionner. Les voitures se verrouillent et se déverrouillent. Des témoins disent qu'à un passage piéton, le feu vert clignote tout le temps à une heure précise, 3 heures du matin, même si personne n'appuie sur le bouton. Mais le plus effrayant, ce sont ces étranges apparitions,
au beau milieu de la nuit. La légende raconte qu'en 1970, une jeune femme nommée Kelly est décédée tragiquement sur cette route et que depuis son esprit rôde, effrayant au passage les voyageurs. Mais cependant, elle ne serait pas la seule à hanter cet endroit. Il y aurait une autre présence, une femme plus âgée. On dit que c'est une religieuse écossaise décédée sur Wakers Parkway il y a 50 ans. Il paraît qu'on peut les croiser sur le bord de la route, ou pire encore, à l'intérieur de la voiture sur le siège arrière. Certains affirment les avoir aperçus dans le rétroviseur, et plus particulièrement à l'extrémité de la route d'Oxford Falls. En 2015, un long métrage The Parkway's Haunting a été réalisé sur Kelly. Et Bianca Biasi, la cinéaste qui a fait le film, a affirmé que ce tournage était bizarre et terrifiant. Elle était avec un groupe d'acteurs à la réserve de Deep Creek, près de la promenade Annawabin. En 1994, il y a eu un homme, Stephen Dempsey, qui avait été sauvagement assassiné à cet endroit. C'était bizarre. Nous avions un médium avec nous, et elle a décrit en détail que quelqu'un avait été assassiné là-bas. Peu après, les acteurs ont commencé à se comporter étrangement. Certains se sont mis à vomir, et nous avons envisagé d'en hospitaliser un parce qu'il était difficile de le calmer. Mon instinct m'a dit qu'il fallait qu'on s'éloigne de ce lieu. C'était étrange, a déclaré la cinéaste. Encore plus effrayant a été une expérience qu'elle a vécue alors qu'elle filmait une reconstitution de Kelly sur la promenade avec l'une des actrices. À un moment donné, nous étions en train de filmer et nous pouvions voir une lueur derrière elle. Nous avons éteint les lumières de la caméra et la lueur était encore là. Puis tout à coup, le visage de l'actrice qui jouait Kelly est devenu complètement pâle. Elle a dit plus tard que c'était comme si tout le sang s'était écoulé du haut de son cuir chevelu jusqu'à ses pieds et qu'elle avait gelé sur place. Mary Loveland, un médium de Narrabeen, pense que la plupart des hantises se produisent dans des endroits où des morts tragiques se sont produites, et elle dit avoir vu Kelly de nombreuses fois. La première fois que j'ai pris la route, c'était il y a environ 6 ans. Il était 2 heures du matin et j'ai eu l'impression que quelqu'un me touchait la nuque. C'était comme une main froide. Je la vois habituellement quand je passe devant l'église à Oxford Falls. D'autres fois, il y aura un bourdonnement à la radio où les portes de la voiture se verrouilleront, a déclaré la médium. C'est comme une apparition blanche et voilée d'une fille sur le siège arrière. Ma fille Ellie avait l'habitude de conduire sur la route en revenant du travail à Chatswood Club. Elle a vu Kelly ainsi qu'une femme plus âgée dans sa voiture qui pourrait être la nonne. Marie ne croit pas que Kelly soit une présence maléfique, mais plutôt une âme en peine, ayant connu une mort brusque et tragique, qui cherche simplement à rentrer chez elle. Ne comprenant pas ce qui lui arrive, elle essaye sans doute de transmettre un message aux voyageurs dans l'espoir que ceux-ci lui viennent en aide. Il est environ 20 heures quand une femme reçoit l'appel d'une amie proche. Cette dernière est désespérée et en pleurs. Elle explique d'une voix tremblante que son mari l'a quittée et veut divorcer. L'homme est absent car il est parti de la maison plus tôt dans la journée et la pauvre se retrouve seule et complètement perdue. Inquiète pour son amie, la femme décide de la rejoindre quelques jours
pour l'aider pendant cette période difficile. Elle prend alors quelques affaires et sans perdre de temps, monte dans sa voiture car le trajet va être long, pas moins de 4 heures. Elle sera donc là-bas vers minuit. Il fait nuit noire sur cette autoroute pluvieuse. Alors qu'elle roule tranquillement depuis plusieurs heures, elle commence à se sentir mal à l'aise. Elle a l'impression étrange d'être observée. Elle jette donc un coup d'œil dans le rétroviseur sur le siège arrière, mais ne voit rien. Elle sait que ça n'a pas de sens et qu'évidemment, il n'y a personne. Elle se dit qu'elle préférait être chez elle dans son lit, plutôt que sur cette autoroute déserte et sombre. Bientôt, celle-ci quitte l'autoroute juste avant d'atteindre la ville et emprunte les routes secondaires qui mènent à la demeure de son ami. Mais alors qu'elle s'approche d'un petit carrefour, elle aperçoit une femme qui traverse brusquement la rue juste devant sa voiture. Effrayée, elle se met donc à hurler et freine brutalement. Elle commence à regarder tout autour de la voiture, se demandant où est cette étrange femme. Soudain, elle la voit. Elle est là, juste à côté de la vitre de sa voiture, la fixant. Son visage n'est pas humain, il est tordu, démoniaque, et son regard, il est terrifiant. C'est alors que cette chose se met à frapper la vitre violemment. Scotchée sur son siège et tremblante de peur, la femme accélère brusquement. La voiture fait un bond en avant et s'éloigne à toute vitesse. L'entité semble avoir disparu. Mais alors qu'elle regarde dans le rétroviseur, elle voit quelque chose d'anormal. Et ça lui glace le sang. Cette chose qui semble la poursuivre est une masse sombre qui grandit. Plus elle s'éloigne, et plus la chose devient immense. Elle est terrifiée, elle accélère encore, mais la masse sombre est toujours là. Voilà qu'elle arrive enfin à la maison de son amie. La peur au ventre, elle descend de la voiture sans attendre et se met à taper furieusement à sa porte, regardant derrière elle pour voir si cette chose la poursuit encore. Mais ce n'est pas le cas, elle a disparu. Son amie lui ouvre, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Elle entre alors précipitamment et lui ordonne de fermer la porte sans attendre. Elle s'assoit alors, reprend son souffle et finit par lui raconter toute l'histoire. Après l'avoir écoutée attentivement, son amie lui affirme que l'entité qu'elle a vue est une sorte de démon qu'on appelle la mala hora, la mauvaise heure ou l'heure du mal, et que la rencontrer n'est pas bon du tout. En effet, c'est signe d'un malheur imminent. C'est une légende, mais son amie y croit vraiment. Et si elle n'avait pas vu de ses yeux cette entité, elle ne l'aurait certainement pas cru et penserait que c'était une simple superstition. Mais là, en entendant ces mots, elle est complètement bouleversée. Finalement, elle décide d'aller dormir, se disant que tout ira peut-être mieux le lendemain. De toute façon, elle ne peut rien y faire. Il est tard et elle est épuisée. Mais le lendemain, en se réveillant, elle a une boule au ventre, un sentiment terrifiant qui ne cesse de grandir durant toute la journée. Elle et son amie n'ont pas osé reparler de ce qui s'était passé la veille, et elle finit par dire à celle-ci qu'elle préfère rentrer chez elle, qu'elle est désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps pour la soutenir par rapport à sa séparation, mais il faut qu'elle rentre au plus vite, et surtout avant la tombée de la nuit. Elle a trop peur de croiser à nouveau cette femme horrible. Sans attendre, elle reprend donc la route du retour. Au bout de quelques heures, elle arrive enfin chez elle, mais ce qu'elle voit lui glace le sang. Il y a là dans son allée une voiture de police. En les voyant, elle comprend très vite de quoi il s'agit. Elle sait qu'ils vont lui annoncer quelque chose de terrible. En effet,
Les policiers lui disent malheureusement que son mari, qui était parti en voyage d'affaires, s'est fait agresser et tuer sur le chemin du retour à son hôtel la veille au soir, à l'heure même où elle a aperçu l'entité. Son corps n'a été retrouvé qu'au petit matin. Son ami avait donc raison, cette rencontre effrayante avec la Malaora était effectivement un mauvais présage. La Malaora, ou l'heure du mal, est une légende du Mexique ou du Nouveau-Mexique. C'est une entité qui apparaît le long des routes de campagne la nuit. Ce n'est pas une apparition fantomatique, non, c'est quelque chose de bien plus sombre et bien plus malfaisant. D'ailleurs, beaucoup pensent que c'est un démon. On dit que certains l'ont croisé très tard la nuit, alors qu'il conduisait sur la route déserte. Cette entité maléfique est capable de changer d'aspect au gré des rencontres. Elle peut apparaître comme une femme aux longs cheveux noirs, vêtue de noir, glissant le long de la route. La légende dit que lorsqu'on la voit ainsi, c'est un présage de mort d'un ami proche ou d'un membre de la famille. La seconde forme que cette entité peut prendre n'est pas humaine, c'est plutôt une brume effrayante ou une masse noire qui roule et grandit constamment. Il paraît qu'elle peut vous entourer et qu'après ça, vous vous retrouvez complètement désorienté, perdu dans la nuit, incapable de retrouver votre chemin. Une autre version de la Malaora est celle d'une belle femme, très envoûtante au premier abord. Elle s'attaque aux hommes plus particulièrement, et bien sûr, ceux-ci lorsqu'ils la croisent sont inoptisés par sa beauté. La rumeur dit que beaucoup d'entre eux tombent immédiatement sous son charme, sans se poser de questions comme ensorcelés. Ils la suivent aveuglément, ignorant où elle les emmène. Heureusement, certains, bien qu'envoûtés au début, sont moins crédules, car en effet, ils finissent par remarquer la supercherie. Quelque chose n'est pas normal. En regardant bien, la femme ne marche pas, elle est pieds nus et ceux-ci ne touchent pas le sol. De plus, ses orteils sont tournés vers l'arrière. Ils se rendent donc à l'évidence, cette chose n'est pas humaine, elle n'en a que l'apparence. Ces derniers décident donc de ne pas la suivre, remontent dans leur voiture et s'enfuient le plus loin possible sans jamais se retourner. Malheureusement, ceux qui n'auront pas remarqué ces détails suivront la Malaora aveuglément, alors qu'elle les mènera jusqu'à leur mort. Nous sommes le 30 septembre 1862. William Winchester, fils du créateur de la célèbre société d'armes à feu, épouse une jeune femme nommée Sarah Pardee. Née en 1839 dans le Connecticut, celle-ci vient d'une famille très riche. Le couple possède donc une fortune assez conséquente. Ces derniers ont tout pour être heureux, la richesse et l'amour, et il ne manque qu'une chose pour que leur bonheur soit parfait, c'est un enfant. Ce souhait est exaucé en 1866. Cette année-là, Sarah met au monde une petite fille qu'il prénomme Annie. Malheureusement, leur grand bonheur est de courte durée, puisque la pauvre enfant tombe brusquement malade. Elle souffre d'une maladie infantile rare. Après quelques semaines de vie seulement, Annie est emportée par cette fameuse maladie. Ses parents sont anéantis, surtout Sarah qui plonge dans une dépression immense. Suite à ce drame, le couple n'aura plus d'enfants. Plus tard, en 1880, un autre décès survient, celui d'Oliver Winchester, le père de William. William hérite alors de l'empire Winchester. Mais malheureusement, ce dernier décède aussi un an après, atteint de tuberculose. Sarah, désormais seule, se retrouve à la tête d'une fortune colossale, mais l'argent ne fait pas le bonheur et ne peut combler la perte de son mari et de sa fille.
Alors elle trouve une échappatoire à son désespoir et se tourne vers les sciences occultes. Elle a besoin d'avoir des réponses, de comprendre le pourquoi de tous ces drames autour d'elle. Est-ce une malédiction? En tout cas, elle en est convaincue. Elle décide alors de consulter un médium. Ce dernier a une vision des choses très curieuse. Pour lui, Sarah est effectivement atteinte d'une malédiction, une sorte de vengeance orchestrée par les esprits des personnes tuées par les armes Winchester. Et selon lui, la veuve serait la prochaine à mourir. Le seul moyen de contrer cette malédiction et d'apaiser toutes ces âmes en colère est que Sarah leur construise une maison. Le pire, c'est que les travaux doivent être constants et ne doivent s'arrêter qu'au décès de celle-ci. Sarah, persuadée que le médium dit vrai, compte bien suivre ses directives au pied de la lettre. Nous sommes en 1884. Elle quitte donc le Connecticut et s'en va à l'autre bout des États-Unis, dans la vallée de Santa Clara. Elle fait l'acquisition d'une maison de ferme de 8 pièces dont la construction n'est pas finie. Elle embauche plusieurs personnes. Les travaux peuvent alors commencer. Ceux-ci continuent jour et nuit, 365 jours par année. Entre-temps, Sarah s'entretient avec les âmes des victimes des armes Winchester en faisant des séances de spiritisme. Pour cela, elle se rend toutes les nuits dans une pièce aménagée à cet effet. Ainsi, elle peut obtenir leurs instructions pour le plan de la maison. Dans la chambre où elle tient ses séances, il y a 13 crochets dans la penderie, avec 13 robes, etc. Car la veuve Winchester voue une sorte de fascination pour le chiffre 13. La plupart des fenêtres comportent 13 panneaux vitrés, il y a 13 salles de bain, 13 lumières dans les lustres. Plus les travaux avancent, plus la maison est étrange. Il y a en effet des portes qui donnent sur des murs, des escaliers qui conduisent à des plafonds, des couloirs qui ne mènent nulle part, mais aussi des fenêtres au sol. Enfin, cette maison est hors du commun. Tout a une fin, et cette incroyable construction finit par s'arrêter. Nous sommes le 5 septembre 1922, et Sarah vient de mourir dans son sommeil d'un arrêt cardiaque. La veuve Winchester avait consacré une bonne partie de sa vie à la construction de cette maison, soit 38 ans, et dépensé une somme colossale qui s'élève à plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, plusieurs personnes affirment que la maison est hantée par ces fameux esprits vengeurs. Mais est-ce vraiment le cas? Ou Sarah Winchester avait-elle juste perdu la tête? En 1972, un homme, Kerry Walton, retourna dans sa ville natale en Australie afin d'assister aux funérailles de sa grand-mère. Durant son séjour là-bas, il passa près d'une vieille maison abandonnée qu'il connaissait depuis son enfance. Cette maison l'avait toujours effrayé car la rumeur disait qu'elle était hantée. Le jeune homme avait envie d'y entrer mais hésitait tout de même. Aussi la tentation était trop forte. Et ce dernier décida finalement de franchir la porte de l'étrange demeure. Muni d'une lampe de poche, il commença à explorer l'intérieur sombre et délabré, plein de fils d'araignées, lorsque brusquement, il sursauta et poussa un cri en apercevant ce qui semblait être le corps d'un petit enfant sur le sol. La peur au ventre, il s'en approcha doucement. Mais en regardant de plus près, il se rendit compte soulagé que ce qu'il avait pris pour un enfant n'était en fait qu'une poupée. Mais quelle poupée! Elle ressemblait surtout à une sorcière. Il faut avouer que celle-ci était affreusement laide, avec un visage terrifiant, un regard noir et menaçant et un sourire inquiétant. L'affreux objet était en bois sculpté avec des yeux de verre et était habillé comme un garçon. Très intrigué par cette poupée et aimant les antiquités, le jeune homme décida de l'emporter avec lui.
Il a ensuite pris la route pour rentrer chez lui et déposa la poupée sur le siège arrière. Soudain, sur le chemin du retour, il lui sembla entendre quelque chose bouger à l'arrière et une voix qui disait « Let me out ». Finalement, l'homme se dit que c'était certainement son imagination, et cet incident lui inspira le nom qu'il allait donner à la poupée. C'est ainsi qu'il l'appela Letta. Arrivé chez lui, lorsque sa femme vit l'objet étrange qu'il avait ramené, celle-ci ne fut pas très enthousiaste, mais plutôt effrayée par son aspect hideux. Quant au chien de Kerry, dès qu'il la vit, il se mit à grogner et à aboyer nerveusement et essaya même de l'agresser. Apparemment, lui non plus n'avait aucune envie que cette chose fasse partie de la famille. On avait l'impression que la présence de cette poupée le perturbait complètement, car il est vrai qu'il ne s'était jamais comporté ainsi, étant un chien plutôt calme. Mis à part la femme, le chien et quelques amis qui se sentaient mal à l'aise en sa présence, les enfants n'avaient pas l'air si effrayés que ça par l'horrible objet. D'ailleurs, au début, ils s'amusaient même avec et avaient obtenu l'autorisation de l'emmener dans leur chambre à l'heure du coucher. Mais une nuit, alors qu'ils dormaient profondément, Kerry Walton et sa femme furent brusquement réveillés par les cris de leurs enfants. Walton a déclaré que ceux-ci étaient terrifiés par la poupée et qu'ils ont affirmé l'avoir entendue parler toute seule et se déplacer comme un être vivant. Ce jour-là, ils avaient eu si peur que Kerry dut la retirer immédiatement de leur chambre. Après ça, plusieurs incidents étranges ont commencé à se produire. La famille retrouvait la poupée à différents endroits, sans qu'apparemment quelqu'un l'ait déplacée. Les personnes qui l'approchaient avaient parfois des nausées et faisaient des cauchemars. Puis un jour, Kerry remarqua une série de petites griffures sur le sol de la maison. Et ce qui est étrange, c'est qu'il a découvert qu'il y avait les mêmes marques sur les semelles des chaussures de Letta. Finalement, constatant que celle-ci n'avait apporté que des problèmes depuis qu'elle avait débarqué dans la maison, l'homme décida de la remettre dans un sac et de la descendre à la cave. Et enfin, juste après, les choses se sont calmées. Cependant, au fil des jours, Walton n'arrêtait pas de penser aux événements étranges qui s'étaient déroulés autour de cette poupée. Et voulant savoir plus sur celle-ci, il l'emmena à un expert. Après l'avoir examinée, il a dit que la poupée venait sûrement d'Europe, qu'elle avait été sculptée à la main, sans doute par des gitans. Et le plus étrange, il a ajouté que les cheveux noirs sur sa tête étaient peut-être d'origine humaine. Surpris par cette expertise, Kerry Walton rentra chez lui avec la poupée, qu'il avait mise dans un sac avant de prendre la route. Seulement, en arrivant, lorsqu'il gara la voiture dans son allée, il découvrit avec stupéfaction que Letta n'était plus dans le sac où il l'avait mise, mais qu'elle était posée sur le siège arrière de sa voiture. Finalement, l'homme demanda l'aide d'un médium. Ce dernier déclara peu après qu'il pensait que Letta était certainement possédé par un esprit, un jeune garçon de 6 ans qui s'était noyé il y a très longtemps pendant une tempête quelque part en Roumanie. D'après le médium, l'âme du garçon serait emprisonnée dans cette poupée. Ainsi, le père, bouleversé par le décès brutal de son fils, aurait décidé de fabriquer l'objet afin d'y transférer l'âme de ce dernier. Nous sommes en 1968 aux États-Unis. Dans le grenier d'une maison victorienne du nord de l'État de New York, un homme collectionneur d'antiquités trouve une étrange malle ensevelie sous un tas de vieux journaux. Cette malle l'intrigue, donc il décide de l'ouvrir et y découvre un vieux bout de papier avec la prière du Notre Père écrite dessus, un journal datant des années 1930 et surtout une poupée qui semble très ancienne. L'homme, passionné d'antiquités, décide de prendre l'objet avec lui, l'ajoute à sa collection et lui donne le nom de Charlie. Il est marié et a 5 enfants,
et depuis qu'il l'a ramenée du grenier, aucun d'entre eux n'y a porté attention. On l'avait posée là, sur l'étagère, avec d'autres poupées anciennes. Mais voilà que les parents finissent par se rendre compte que quelque chose ne va pas. En effet, bizarrement, Charlie semble chaque jour se déplacer à différents endroits de l'étagère sur laquelle ils l'ont placée. Ne comprenant pas ce qui se passe, ils soupçonnent leurs enfants, mais ces derniers nient les faits et jurent qu'ils n'ont pas changé la poupée de place. Cependant, l'un d'eux, une fillette âgée de 4 ans, fait une étrange révélation. Elle affirme que Charlie lui a parlé durant la nuit, pendant qu'elle se rendait aux toilettes. Bien sûr, les parents ne l'ont pas cru et ont pensé que cette dernière avait beaucoup trop d'imagination. Au fil du temps, les enfants commencent à être de plus en plus effrayés par Charlie, jusqu'au point de ne plus vouloir utiliser la salle de bain en pleine nuit. Certains d'entre eux affirment que la poupée se déplace dans la maison et que parfois elle leur parle. Ces histoires avec Charlie deviennent vraiment problématiques, et les choses se corsent lorsque d'étranges marques de griffures sont retrouvées sur le corps de la plus jeune et que celle-ci insiste sur le fait que c'est Charlie qui en est responsable. Les parents ne savent pas vraiment ce qui se passe avec cette poupée, mais ce dernier incident les persuade de la retirer de l'étagère. Peut-être est-elle hantée, se disent-ils. Ainsi, ils la ramènent dans le grenier et la remettent dans la malle où elle avait été trouvée, puis l'y enferment une bonne fois pour toutes. Après ça, les choses se calment et la vie reprend son cours comme si de rien n'était. Finalement, les années passent, les enfants grandissent et la maison est mise en vente. Suite à ça, la famille décide d'organiser un vide-grenier et dans le lot d'objets exposés, il y a Charlie. Parmi les acheteurs ce jour-là, une femme est très intéressée par la poupée. Elle l'achète pour l'intégrer à sa collection. Depuis, la poupée a changé plusieurs fois de propriétaire et son histoire a été transmise. Passant de main en main, Charlie a fini par atterrir dans un magasin appelé Local Artisan à l'extérieur de Salem dans le Massachusetts. Entourée d'œuvres d'art étranges et d'animaux empaillés, celle-ci peut être vue par les visiteurs. Nous sommes dans les années 80 à Jefferson au Texas. Une femme, Madame Crockers, se rend dans un magasin d'antiquités du coin. Lorsqu'elle pousse la porte et rentre, elle y trouve un vieil homme. Elle le salue et commence à explorer le magasin, regardant ce qui y est exposé. Mais brusquement, voilà que celui-ci se met à pointer l'un des objets avec sa canne. Surprise, Madame Crockers ne comprend pas ce qui se passe. L'objet que le vieil homme désigne est une poupée, et ce dernier affirme que celle-ci l'a choisie et qu'elle désire partir avec elle. Alors la jeune femme sourit et lui dit gentiment qu'elle ne peut pas l'emmener, que sa fille est peut-être encore trop jeune pour avoir une si jolie poupée ancienne qu'elle abîmerait certainement. Mais l'homme n'en démord pas et lui assure que celle-ci fera le bonheur de la petite. Étonnée par l'insistance de ce dernier, elle cède et accepte de l'acheter. Elle a donc une petite fille de 6 ans nommée Jasmine. Et lorsqu'elle lui offre la poupée, ce jour-là, l'enfant tombe immédiatement sous son charme et lui donne le nom de Christina. Beaucoup de gens ne comprennent pas que Madame Crockers offre à sa fille une poupée ayant autant de valeur et aussi chère. Mais pour elle, ça n'a pas d'importance, car l'essentiel c'est qu'elle soit heureuse. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jasmine est très attachée à ce nouveau jouet et s'en occupe très bien. Christina l'accompagne partout où elle va, au jardin d'enfants, à l'école, etc. et même lorsqu'elle prend son bain. Un jour, sans faire exprès, en jouant avec Christina, sa meilleure amie lui casse la jambe droite.
Choquée par l'état dans lequel elle voit sa poupée Jasmine, elle fond aussitôt en larmes et est inconsolable. Attristée par les pleurs incessants de sa fille, Madame Cockers décide d'agir et pose un pansement sur la jambe cassée de la poupée, espérant que la situation s'apaise. Seulement, elle refuse catégoriquement et dit à sa mère que la jambe de Christina mérite mieux qu'un simple pansement. Lorsque Madame Cockers lui demande ce qu'elle doit faire, elle lui affirme, sûre d'elle, qu'elle doit avoir un vrai enterrement. Bien sûr, après cette étrange annonce, la jeune femme est assez perplexe. Mais pour ne pas blesser sa fille, elle accepte finalement sa proposition. Le père de Jasmine fabrique donc un petit cercueil dans une vieille boîte à cigares. Quand elle voit le cercueil, la petite en est très satisfaite et confirme que c'est ce que Christina voulait. À sa demande, sa mère place les morceaux de la jambe dans le congélateur, puis annonce aux amis et à la famille les funérailles de la jambe de la poupée. Ils doivent en plus venir le lendemain et s'habiller comme il faut pour ce genre d'événement. Après l'étrange enterrement, les jours passent et le comportement de la petite fille change de plus en plus. Elle affirme que durant la nuit, la poupée la réveille et se plaint de douleur à cause de sa jambe manquante. Aussi, elle demande à sa mère de changer le pansement de Christina tous les jours et de faire en sorte que la blessure ne s'infecte pas. Malgré tout ce que Jasmine lui dit, Madame Cockers continue à penser qu'elle a juste une imagination débordante et que la poupée ne communique certainement pas avec elle. Cependant, son opinion change lorsqu'une nuit, la petite fille se réveille en hurlant dans son lit. Quand elle arrive en courant dans sa chambre, elle lui demande ce qui lui arrive. Cette dernière se met à lui raconter quelque chose d'étrange. Elle lui affirme que Christina souffre beaucoup à cause de sa jambe et qu'elle a la sensation que des fourmis de feu la dévorent. Alors, ne sachant pas quoi faire pour apaiser sa fille, peu après, Madame Cockers décide d'aller vérifier la sépulture de la poupée. Mais en arrivant là-bas, elle constate qu'il y a à la place un petit monticule de fourmis de feu. À ce stade, elle comprend que quelque chose ne va pas avec cette poupée et qu'il faut qu'elle prenne une décision radicale. Pensant que cette dernière est hantée, elle ne veut plus que Jasmine l'approche et l'enferme donc dans un coffre au grenier. La poupée y reste plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau propriétaire. Aujourd'hui, Christina mène une vie tranquille dans sa nouvelle maison. Elle adore regarder la télé. Elle a sa propre petite chaise. Souvent, elle reste là, sans bouger, mais à certains moments, on peut la retrouver dans des positions différentes, ou même parfois, elle glisse de sa chaise et se retrouve sur le sol. Il paraît qu'elle adore qu'on prenne des photos d'elle, mais si vous insistez trop longtemps, elle finit par se lasser et n'hésitera pas à vous le faire savoir.